Le prochain intervenant s'appelle Gaël Guilherme. Il est ancien athlète de haut niveau lui-même, joueur de hockey et maintenant directeur du laboratoire sport, expertise et performance à l'INSEP. Et il va nous parler de coordination musculaire et performance. Donc tu as 25 minutes, top chrono. C'est parti. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Je ne sais pas où vous en êtes de votre courbe de fatigue présentée par Guillaume tout à l'heure. J'espère que je vais vous tenir éveillé. C'est parti pour un petit sprint de 25 minutes. Je commence par remercier très chaleureusement Alain Berthoz et professeur Jean-Jacques Hublin pour l'invitation, mais également l'ensemble du conseil scientifique, au premier rang desquels Vincent Nugier et Patrick Roule, qui, je crois, ont glissé mon nom. Donc je vous propose de rentrer un petit peu dans les coordinations musculaires, et je vais commencer par dire que, avec un exemple sur lequel je vais revenir, par un constat qui est le fait que la performance a ce site fascinant que pour une performance égale d'un point de vue mécanique, par exemple lorsqu'on va mesurer le temps pour couvrir une certaine distance, on peut avoir différentes manières de réaliser cette performance. Vous avez à l'écran deux athlètes que malheureusement on ne verra pas à Paris, mais c'était un petit clin d'œil à deux jeunes ou moins jeunes retraités, notamment Christophe Lemaître, qui a un palmarès incroyable et qui a pris sa retraite la semaine dernière. Et ce qui est intéressant, donc vous avez des exemples derrière vous dans l'exhibition qui a été mentionnée tout à l'heure par le professeur Berthoz, c'est le fait que les premiers travaux qui sont intéressés à la performance, finalement, ils viennent de cette analyse mécanique. Et donc, Étienne Jules Marais, qui est un exemple éminent, finalement, était avant-gardiste à ceci près que ces techniques-là sont aujourd'hui juste plus évoluées, mais on cherche à faire la même chose, c'est-à-dire à être capable de décrire le mouvement en impactant le moins possible les athlètes. C'est notre défi au quotidien en tant que chercheur en sciences du sport, et c'est ce qu'on essaye de faire tous les jours. Ça, c'est un exemple dans des conditions un peu standards à gauche, et puis dans des conditions standards mais écologiques à droite. Et on peut aller un petit peu plus loin. Hier, on vous a présenté, le professeur Artalion notamment, vous a présenté des travaux, on se sert des temps de passage pour essayer d'inférer des informations sur la base de temps de passage aux 100 mètres. Et là, sur l'écran, vous voyez des travaux qu'on réalise dans le cadre du projet Fulgur, qui est financé par l'ANR dans le cadre du programme prioritaire de recherche qui s'achève à la fin de l'année dans la perspective des JO sur le sport de très haute performance. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a équipé des athlètes avec un GPS qui est fait dans les sports collectifs de manière assez régulière et c'est bien ancré dans les pratiques. Ça l'était beaucoup moins en athlétisme. Et lorsqu'on équipe ces athlètes, là vous avez un exemple sur un 110 mètres, sur un 100 mètres haies, pardon. Vous voyez le décours de la vitesse au cours de la compétition, et vous voyez le passage des haies ici. Simplement pour mettre en exergue le fait que, en fonction du niveau de fréquence d'information que vous allez capter, vous n'allez évidemment pas avoir le même type d'information. Et ce que je vous propose de faire avec moi dans les 20 minutes qui me restent, c'est d'essayer de vous montrer que c'est vrai du point de vue du mouvement, mais il y a également des choses qui ne sont pas montrées d'un point de vue mécanique, mais qui peuvent avoir un impact très important sur la manière dont on va comprendre la motricité et éventuellement la manière dont on va entraîner les athlètes. Pourquoi? Des choses très simples, en tout cas dont on a pas mal parlé ces 2 dernières journées, c'est le fait qu'on a un principe de redondance du système neuromusculaire avec en tout cas des centaines de muscles et plus de 200 degrés de liberté, qui fait que pour réaliser ce mouvement, finalement, on a une vaste série d'options à notre disposition. Et donc pour essayer de s'intéresser à la manière, aux stratégies qui sont adoptées par des individus comme vous et moi, ou les athlètes à réaliser ces mouvements, on a la possibilité d'aller explorer ces coordinations, c'est-à-dire la manière dont on active nos muscles et la distribution, la contribution de chacun de ces muscles au mouvement à travers un certain nombre de techniques, et notamment l'électromyographie de surface, qui est une technique assez pratique dans notre champ, parce qu'aujourd'hui, on a abandonné tout ce qui est filaire, et donc on peut équiper des athlètes, on l'a fait dans diverses disciplines, les lancers, l'escrime, l'athlétisme, etc. Donc comment ça fonctionne? Donc un motoneurone qui va émettre un signal qui va se propager. Donc là vous avez 3 exemples, une unité motrice qui est connectée à 3 fibres musculaires. Donc la propagation d'un potentiel d'action le long de ces fibres musculaires qui va générer un potentiel de surface qu'on va être capable de capter, de collecter avec des électrodes qui sont placées à la surface de la peau, et qui, lorsqu'on va finalement additionner l'ensemble des unités motrices, générer un signal EMG qu'on va être capable de digérer, analyser, pour extraire un certain nombre d'informations, et notamment la manière dont on utilise nos muscles au cours du mouvement. Petit rappel, on en a très peu parlé ces 2 derniers jours, mais la commande et finalement le mouvement va être aussi dépendant d'aspects mécaniques, et notamment, mais pas seulement, des propriétés du muscle. Et j'en ai listé un certain nombre ici, notamment la tension spécifique qui est dépendante de la
composition typologique, la relation entre la force et la longueur du muscle, ou encore la relation entre la vitesse et la force lorsque le muscle se contracte. Et donc, l'input qu'on va être capable de mesurer au niveau du muscle va être influencé, en tout cas la sortie finale va être influencée par ses propriétés mécaniques. Et évidemment, là c'est encore ce que j'ai présenté tout à l'heure, le fait que le mouvement va se représenter dans les 3 dimensions de l'espace et va être également réalisable de différentes manières. Et je vais présenter certains exemples, y compris chez les experts. Donc pour essayer d'illustrer un petit peu ce concept, si vous prenez une activation différente pour un groupe musculaire, ici les ischio-jambiers, qui contribue à la flexion du genou, à l'extension de la hanche, et que chez cet individu, vous avez 2 muscles qui contiennent des capacités de production de force qu'on est capable d'estimer à travers globalement leur volume et la géométrie de ces muscles, vous allez avoir en sortie une contribution de chacun de ces muscles qui va être déséquilibrée. Si on prend une situation toujours la même avec différents niveaux d'activation, mais que cette fois-ci vous avez un déséquilibre dans les capacités de production de force de chacun des muscles, vous pouvez avoir finalement un rééquilibrage et une contribution in fine de chacun de ces muscles à la force totale mesurée au niveau de l'articulation qui va être équivalente. Et c'est à ça qu'on essaye de s'intéresser, essayer de comprendre si ça peut avoir du sens pour la performance. D'un point de vue coordination, il y a différents exemples. Je vous invite, si vous voulez en savoir un petit peu plus, à vous intéresser à ces travaux, notamment les travaux du professeur François Hugues, qui s'est intéressé à des mouvements en aviron, en cyclisme, mais également au cours de la marche et de la course modérée. Et puis plus récemment, dans le cadre de ce projet Fulgure, les travaux de Robin Mackie sont des données en cours de publication, qui s'est intéressé pour des athlètes très experts en sprint, au centre d'activité des synergies musculaires, et qui a mis ça en relation au cours d'un sprint entre le premier cycle de course et le 10e cycle avec la vitesse maximale atteinte. Et vous voyez qu'il peut y avoir un lien entre des différences en termes de synergie et la vitesse maximale atteinte qui ici est relativement différente entre ces 2 athlètes. Alors, comment est-ce qu'on essaye de s'intéresser aux capacités de production de force? Vous avez un exemple ici de travaux qu'on mène en collaboration avec le pôle médical de l'INSEP. On a la chance de disposer d'une IRM et sur un temps dédié de pouvoir réaliser des travaux. Ce n'est pas si commun que ça, et donc c'est important de le mentionner et de remercier les collègues qui nous permettent de faire ce travail-là. En parallèle de ces mesures-là, on travaille avec des équipes qui nous permettent d'aller reconstruire le volume des muscles. Ça paraît assez simple ou évident comme ça en réalité. Pour reconstruire le volume de chacun des chefs musculaires d'une cuisse pour un athlète, ça prend 35 heures, plus ou moins 5 heures si vous faites ça manuellement. On a développé des modèles d'intelligence artificielle qui nous permettent de faire ça en quelques minutes et de manière relativement fiable, grâce notamment à ce projet Fulgure. Et pour avoir la capacité de production de force du muscle, on a également besoin de connaître sa géométrie, c'est-à-dire notamment l'angulation formée entre les faisceaux de fibres musculaires et les aponevroses, qui sont les enveloppes du muscle, ce qu'on peut faire par échographie en laboratoire. Et donc on mesure dans un certain nombre de tâches l'activité musculaire. Et là, ici, à l'écran, vous avez un exemple des travaux réalisés par Simon Avrillon au cours de sa thèse au sein du laboratoire. Qu'est-ce qu'on a réalisé? On a demandé à des personnes lambda comme vous et moi, mais également à des athlètes experts entraînés pour courir le 100 mètres le plus rapidement possible, un index de couple de force pour chacun des muscles ischio-jambiers, donc je vous redis dans la flexion du genou. Et on a donc mesuré la géométrie du muscle avec les techniques que je viens de vous montrer, l'activité du muscle pendant une tâche isométrique, c'est-à-dire pas de mouvement, on s'affranchit de la relation force-vitesse, on s'affranchit également de la relation force-longueur, parce que c'est des choses qu'on n'est pas capable in vivo de caractériser de manière propre. Et donc dans ces conditions-là, on a essayé d'estimer avec ces méthodes un index de coût pour chacun des muscles pour, in fine, être capable de déterminer la part relative de chacun des chefs musculaires à la production de mouvement. En d'autres termes, on passe d'une échelle locale de l'articulation à une échelle encore plus locale qu'est l'échelle musculaire. Et finalement, on essaye de décrire comment s'organisent ces personnes pour produire un niveau de force. Ici, on leur demandait de faire une tâche isométrique sous-maximale, de tenir pendant 5 secondes à 20% de la force maximale isométrique. Et ce qui est très très intéressant, ici, vous avez la distribution des individus en fonction de la contribution de chacun des chefs. Je vous passe les noms qui finalement n'ont pas trop d'importance. Ce qui est intéressant, c'est de regarder la variabilité de cette distribution. C'est-à-dire vous avez des individus qui utilisaient ce biceps fémoral entre 10 et 15%, quand d'autres l'utilisaient entre 50 et 55%. Et cette variabilité, elle est vraie, y compris si on prend les meilleurs sprinteurs français au moment de ces travaux-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous entraînez des gens à sprinter le plus vite possible, les ischio-jambiers, donc ce groupe musculaire est très sollicité en sprint, malgré ça, vous allez avoir encore une fois une panoplie assez large
de choix adoptés pour faire des tâches très standardisées. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on pourrait se dire, c'est juste pas de bol, ou en tout cas, il y a une variabilité qui est liée au fait qu'il y a une variabilité intra-individuelle, et on a fait 2 fois ce test-là, et on a montré que c'était relativement stable. Donc ça veut dire que, en gros, chaque individu adopte des stratégies très différentes, y compris dans des tâches très, très standards. On pourrait se dire, finalement, quel intérêt pour la performance? On a essayé de regarder, avec toujours ces mêmes méthodes, s'il y avait une différence entre les individus lorsqu'il s'agissait de maintenir cette tâche le plus longtemps possible, jusqu'à épuisement. Et ce qu'on a constaté, c'est ici donc pour la jambe non dominante et la jambe dominante, s'il y avait un lien entre cette différence de contribution entre les chefs et le temps maintenu jusqu'à épuisement. Et ce qu'on a constaté, c'est que globalement, plus vous aviez une contribution équilibrée entre les chefs musculaires pour un individu, plus il était capable de tenir dans le temps, toujours dans une tâche très standard. Je vous montrerai des exemples un peu plus écologiques après. Donc ça veut dire qu'il y a un lien potentiel entre les stratégies que vous adoptez et la performance que vous pouvez atteindre, même si là on était dans une tâche sous-maximale d'endurance, ce qui n'est pas forcément ce qu'on demande à un athlète sur la piste. Donc qu'est-ce qu'on fait? On essaye évidemment d'aller transférer ces méthodes-là sur le terrain. Et donc ici vous avez un exemple chez une joueuse de rugby qui va faire les JO avec l'équipe nationale féminine. L'équipe nationale féminine qui est vice-championne olympique, et on leur souhaite évidemment de passer encore une étape dans quelques jours. Là, l'idée, c'est d'appliquer ces méthodes lors d'un sprint maximal. Vous voyez qu'on utilise des straps de manière à ce qu'on n'ait aucune perte de collecte de signal, et vous avez des exemples de signaux collectés pendant ce type d'activité. Donc, c'est les travaux de Robin Mackie, Andras Segui et Enzo Olville, qui sont 3 personnes qui ont été recrutées post-doc à travers ce projet. Qu'est-ce qu'on a cherché à faire à travers ce projet-là, au-delà du fait de décrire les coordinations individuelles et de regarder évidemment s'il y avait un lien avec la performance? Ça a été de voir si, au cours du sprint, donc évidemment, l'athlète accélère au cours du temps, donc la vitesse augmente. Est-ce qu'il y avait une variabilité de ces coordinations avec le temps? Et donc là, vous voyez ici l'activité d'un des chefs musculaires des ischio-jambiers, le biceps fémoral, qui est latéral, qui est d'ailleurs le plus exposé aux blessures dans cette activité. Et ce qu'on a observé, c'est qu'on avait une augmentation de cette activité donc du biceps fémoral avec la vitesse. Et ce qu'on a fait aussi, on a utilisé un système qui est très utilisé à l'entraînement pour faire de l'entraînement en résistance en conditions écologiques. On va fixer un câble à travers une anse autour de la hanche, relié à un moteur qui permet finalement d'augmenter ou de diminuer la résistance pendant que l'athlète court. Et ce qu'on a constaté, donc vous avez ici les 3 conditions, on a ajouté un sprint à poids de corps ici, comme s'il tractait un chariot avec 25% équivalent masse corporelle dans le chariot et 75%. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'on avait une diminution de l'activité de ces chefs musculaires. Alors, d'un point de vue entraînement, c'est relativement intéressant, parce que si vous demandez à un entraîneur, avant de connaître ces travaux-là, qu'est-ce que génère le fait de rajouter de la résistance? Globalement, je vais augmenter l'activité de mes muscles. Eh bien non, en fonction du groupe musculaire auquel on s'intéresse, les effets sont différents. Et d'un point de vue individualisation de l'entraînement, bien évidemment, ça va avoir des répercussions. Donc augmentation de l'activité avec la vitesse, diminution avec la charge sur ce groupe musculaire. Donc ça, c'est d'un point de vue performance. Est-ce qu'il peut y avoir des liens entre coordination et performance, entre coordination et blessure, pardon? Ça, c'est aussi une question qui nous intéresse particulièrement. Je vous l'ai dit, ce groupe musculaire-là, qui est sollicité dans cette tâche où on va demander à la personne de faire des flexions de genoux, on sait aussi qu'il est très exposé aux blessures. En sprint, et d'ailleurs au village olympique de manière générale, c'est la première cause de consultation au village olympique, et ce, malgré les efforts depuis des dizaines d'années pour essayer de résoudre ce problème-là, ou en tout cas de l'amoindrir. Les travaux notamment de Joe Schwerman ont comparé des individus qui n'étaient pas blessés à des individus blessés. Et de la même manière, ils ont regardé quelle était la contribution à ce mouvement-là. Donc cette fois-ci, ils n'ont pas utilisé l'EMG, ils ont utilisé l'IRM qui globalement permet de mesurer de manière indirecte l'activité métabolique des groupes musculaires en faisant des mesures avant et après exercice. Ils ont montré que chez des personnes blessées, on avait finalement un ajustement, une modification de la contribution de chacun des chefs à la force musculaire, et donc probablement il y avait des adaptations qui étaient mises en place. Ce qu'ils ont aussi montré, ça c'est encore plus intéressant, ils ont mesuré l'activité, cette fois-ci électromyographique, pendant un sprint, et ils ont regardé s'il y avait des différences entre des athlètes qui ne se blessent pas et des athlètes qui se sont blessés jusqu'à 1 an et demi après ce test. Et ce qu'ils ont observé, c'est qu'en comparant finalement les athlètes qui se sont blessés après et ceux qui ne l'étaient pas, on avait une activité du gluteus maximus, un fessier qui contribue à l'extension de hanche. On avait une augmentation, un pic d'activité plus élevé au début du front swing, c'est-à-dire la phase d'envol de la jambe pendant le sprint, et qui permettait a priori, c'est une hypothèse, de préserver l'athlète, ou en tout cas de réduire le risque de blessure auquel il pouvait être exposé.
Donc potentiellement un lien entre les stratégies que vous adoptez et l'exposition au risque de blessure, ce qui là aussi intéresse évidemment les entraîneurs. Ce qu'on a réalisé au laboratoire, toujours dans le cadre de la thèse de Simon Abrion, ça a été de voir si, lorsque vous prenez un athlète qui s'est blessé aux ischio-jambiers, si vous le testez avec les méthodes que je vous ai présentées tout à l'heure, est-ce qu'il y a une réorganisation des coordinations qui est toujours valable, y compris quand il reprend l'entraînement après un processus de rééducation qui a été performant. Donc on a une quinzaine d'athlètes qui ont fait ces évaluations, qui étaient tous blessés à ce chef musculaire. Ce qu'on a constaté, toujours dans des tâches isométriques, c'est que globalement, en moyenne, on avait une diminution de la contribution de ce chef musculaire à la force totale, qui était compensée par une augmentation du semi-membraneux. Et ça, ces adaptations, je redis, à ce moment-là, les athlètes s'entraînent normalement, ils sont globalement au même niveau de performance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que vous blessez, vos coordinations sont modifiées et elles s'ajustent de manière pérenne dans le temps. Et donc évidemment, ça veut dire qu'en termes d'entraînement, il va falloir probablement vous adapter. Et c'est vrai à des niveaux 20%, mais également à 50% de la force maximale qu'un athlète est capable de produire. Donc ça, c'est pour les constats. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Ce qui est intéressant également, c'est d'essayer de voir si on peut répondre à ses besoins individuels, un athlète qui s'est blessé ou un athlète qui n'a pas la stratégie optimale. Est-ce qu'on est capable, à travers l'entraînement, de tendre vers des situations qui sont un peu plus favorables à l'entraînement? Ce qui est très intéressant, il y a plusieurs auteurs qui sont intéressés à ces travaux-là, notamment toujours Andras Segui, qui a comparé différentes modalités de renforcement musculaire du point de vue de l'activité qui était générée au sein du biceps fémoral et du semi-tendineux, qui sont finalement deux chefs musculaires, un latéral et un médial. Et vous voyez que le positionnement de ces exercices, lorsque vous regardez de quelle manière ils s'orientent, elle est différente en fonction de l'exercice que vous allez choisir. En règle générale, vous allez avoir une orientation plutôt vers le semi-tendineux ou plutôt vers le biceps fémoral. Ça, c'est au cours d'un exercice aigu. Plus récemment, les travaux au sein de Nantes Université ont fait le même travail. Ils ont comparé cette fois-ci le Nordic Hamstring, qui est un exercice qui est très utilisé en prévention, et le Stiff Leg Deadlift, donc un exercice que vous voyez décrit ici à l'image. Et ils ont regardé, chaque point représente un individu, si lorsque vous utilisez ces exercices, ça permettait d'orienter soit vers le semi-membraneux, soit vers le semi-tendineux, soit vers le biceps fémoral. Et ils ont regardé dans ces deux modalités d'exercice. Et donc, globalement, vous voyez que quasiment tous les sujets, lorsque vous réalisez cet exercice, ça oriente plutôt vers une activation, une diminution de l'activation du semi-membraneux. À l'inverse, une contribution augmentée du semi-tendineux, alors que pour le biceps fémoral, vous aviez quelque chose d'à peu près équilibré entre les deux exercices. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'encore une fois, par l'exercice que vous sélectionnez, vous allez pouvoir orienter ces activités. Par contre, vous voyez qu'on a une variabilité interindividuelle assez forte. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pour un individu, vous n'allez pas pouvoir appliquer des recettes globales. Il va falloir que vous ayez des données sur votre athlète. J'ai quasiment fini. Ce qui est intéressant aussi, donc ça c'est en aigu, mais est-ce que si vous répétez l'exercice, vous allez réellement induire des adaptations dans le chef musculaire que vous ciblez? Eh bien, grâce aux travaux d'Antoine Froin, qui a soutenu sa thèse récemment, toujours à Nantes Université, on sait que là aussi, c'est pas si simple. Avec des techniques d'échographie, ils ont reconstruit les muscles avant et après entraînement, avec du squat et du deadlift, encore une fois. Et je vous fais le résumé. Globalement, les réponses en termes d'hypertrophie à ces exercices étaient là aussi relativement variables entre les individus. Donc en règle générale, vous pouvez y arriver, mais ça n'est pas une règle systématique chez chacun des individus. Donc encore une fois, il vous faut des données chez vos athlètes pour pouvoir individualiser l'entraînement. Je vais finir par une passe décisive à l'orateur suivant qui va nous parler de la manière dont on peut appliquer la science auprès des athlètes. Ce qui nous intéresse, c'est pas forcément de s'arrêter à ces connaissances scientifiques, mais de les mettre à disposition des acteurs. Et donc là, vous avez un exemple de plateforme interactive qu'on a développée qui digère l'intégralité de la littérature d'un point de vue des modalités d'entraînement pour prévenir ou pour renforcer les ischio-jambiers. Donc c'est à peu près plusieurs centaines de papiers. Et on a présenté avec une façon de dialogue avec ces données, comment en fonction de l'exercice que vous choisissez, vous allez orienter vers l'un de ces chefs musculaires l'activité de vos muscles, évidemment, pour pouvoir choisir les exercices qui vont convenir aux besoins de votre athlète une fois que vous l'aurez évalué. Donc je remercie Antonio pour ce travail assez remarquable qu'il a fait. Et donc vous avez à l'écran les résultats principaux. Les coordinations sont variables entre les individus. Vous pouvez les explorer, y compris dans des situations écologiques, ce qui nous, en tant que chercheurs auprès des sportifs, est très très intéressant. Ces coordinations, elles sont sensibles à différentes variables, notamment la vitesse de sprint, mais également la charge, sensible également à la blessure, j'ai oublié de le rappeler ici. Elle est influencée par l'exercice que vous allez réaliser, et connaître ces coordinations, ça va être utile pour réaliser une individualisation d'entraînement qui soit a priori plus pertinente.
Voilà, je voudrais remercier ceux qui soutiennent ces travaux, mais surtout l'ensemble des équipes qui m'accompagnent au quotidien, et vous pour votre attention.